Bonjour à tous. Merci d'avoir rejoint le cycle de conférences organisé par la mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne. Ce cycle de vidéos, ouvert à tous, permet de se familiariser avec ce que l'UNESCO appelle la valeur universelle exceptionnelle, ou la VUE. La VUE est la pierre angulaire d'une inscription sur la liste du patrimoine mondial. Il s'agit de démontrer la singularité, l'unicité d'un bien. Je vous propose de découvrir le catalogue des vidéos d'ores et déjà disponibles. Vous pourrez ainsi noter les numéros des conférences qui entrent dans vos centres d'intérêt. Donc voilà, nous en avons près de 28, enfin 28, et nous sommes donc de toutes sortes. Je souhaite aussi vous faire part du calendrier des 3 conférences à venir. Avant les fêtes et pour clôturer cette série spéciale 10e anniversaire, je vous invite à suivre les réseaux sociaux pour connaître la date de mise en diffusion de la conférence du professeur Ligier Belair, docteur en physique, et qui nous permettra d'entrer au cœur des bulles juste avant les fêtes de fin d'année. Nous débuterons en 2026 en recevant la conservatrice et directrice du musée de vin de Champagne à Épernay, qui a conçu la magnifique exposition sur le patrimoine immatériel intitulée Et soudain, le Champagne, toujours à l'occasion de ce 10e anniversaire. Je vous incite à aller visiter cette exposition dès maintenant et la conférence que Laure nous donnera nous permettra d'en découvrir les coulisses. En février, nous reprendrons la route vers le Grand Reims et vous découvrirez, grâce à Catherine Coutan, combien ce territoire est honoré par l'UNESCO. À propos de ce 10e anniversaire de l'inscription, la mission UNESCO et son club d'ambassadeurs avaient souhaité que cet anniversaire soit célébré dans tout le territoire et tout au long de l'année 2025. Plus de 50 événements ont ainsi eu lieu et de nombreux projets ont pris leur élan à cette occasion. Le tout récent événement du dîner caritatif a réuni plus de 400 convives généreux sous le parrainage de Daniel Rondeau, membre de l'Académie française. 45 000 euros, fruits de cette présence nombreuse et de dons, vont permettre de lancer le projet CELARS pour équiper le laboratoire GGNA de l'Université de Reims-Champagne-Ardenne afin de réaliser une recherche ambitieuse sur les caves de champagne pour mieux les préserver et en assurer la transmission vers les générations futures. Les nouvelles technologies et la 3D mettent une lumière tout à fait inédite sur ce patrimoine inscrit au patrimoine mondial et révèlent des images époustouflantes. Au nom de la mission, je remercie tous les donateurs pour cette souscription exceptionnelle. Enfin, et pour terminer cette année anniversaire, je vous invite à déambuler sur l'avenue de Champagne à Épernay, au-dessus des 110 kilomètres de cave, lors des habits de lumière le 12 décembre. Nous soufflerons les dernières bougies après une année festive extraordinaire qui aura permis de sensibiliser aux 4 coins du territoire, au niveau national avec de nombreuses retombées médias et aussi aux 4 coins du monde avec les actions des bureaux du Comité Champagne. À mes côtés se trouve Jean-Luc Barbier, qui en a été le directeur pendant de longues années. Quel meilleur gardien de l'appellation ou de notre patrimoine pouvait envisager la mission que celui dont sont résumés ici, en quelques mots, les états de service au service du et de la Champagne. Alors, pourquoi faire donner cette conférence dans ce programme spécial anniversaire? Eh bien, parce que l'interprofession a joué un rôle majeur dans le développement de la candidature et qu'elle en est le gardien pour les années à venir. L'interprofession champenoise, vous allez le voir, est le résultat de combats et de défense qui en fait toute l'originalité parmi les autres interprofessions vitivinicoles. Parmi ses atouts différenciants, la notion de collectif, si chère aux champenois, a permis de mener la candidature vers le succès et a été bien comprise par l'UNESCO qui s'inquiète toujours du devenir des inscriptions une fois la récompense attribuée. L'UNESCO sait pouvoir compter sur ce collectif dans la transmission et la protection du bien inscrit.
La singularité de l'interprofession fait partie intégrante de la candidature, et tous les aspects de lutte et de défense de l'appellation contre les contrefaçons sont garants de la protection du patrimoine immatériel, qui est un des trois critères pour lesquels nous avons été inscrits et que révèle le champagne, un mot compris dans le monde entier, le symbole par excellence de la célébration, de la réconciliation et de la paix, valeur universelle au cœur de la raison d'être de l'UNESCO. C'est bien tous ces combats et cette singularité dont Jean-Luc est le grand témoin. Vous connaissez l'esprit d'innovation et d'aventure des premiers fondateurs. Voici donc le récit d'une épopée collective racontée par Jean-Luc Barbier. J'aimerais ajouter que Jean-Luc, avant de lui passer la parole, a été récompensé pour le livre qu'il a écrit et qui est le support de notre conférence aujourd'hui par l'OIV, la prestigieuse organisation International. internationale du vin. Oui. Voilà, Jean-Luc, un grand merci d'être parmi nous et nous allons pouvoir vous donner la parole. Alors j'aimerais que nous commencions par évoquer l'Organisation interprofessionnelle du champagne, ce fameux comité champagne. Toutes les régions viticoles de France sont dotées d'une interprofession. Celle du Champagne n'est-elle pas semblable aux autres? Eh bien non, elle est totalement différente et sur de nombreux points. D'abord, elle est la plus ancienne. Elle a été créée il y a 84 ans, bien avant toutes les autres interprofessions. De plus, elle n'a pas été conçue ex nihilo, puisqu'elle est le prolongement, l'aboutissement, la consécration de relations antérieures entre les vignerons et les négociants. Les premiers, les vignerons, détiennent les raisins, la matière première, et les seconds, les négociants, assurent la majeure partie de la commercialisation du champagne. Les vignerons ont besoin des négociants comme les négociants ont besoin des vignerons. L'interprofession, le comité champagne qui les rassemble tous, est le lieu de concertation, de conciliation dans les relations entre vendeurs et acheteurs de raisins. Et par ailleurs, en plus, cette interprofession est chargée de gérer, de protéger et de valoriser l'appellation champagne qui constitue le patrimoine commun des vignerons et des négociants. Alors racontez-nous quelles étaient les relations entre les deux professions avant le comité Champagne. Alors, dès 1898, avec la création de l'Association viticole champenoise, les deux groupes professionnels se sont réunis pour lutter ensemble contre le phylloxéra, ce puceron microscopique qui menaçait d'anéantir le vignoble champenois. Les négociants ont apporté un soutien technique et financier aux vignerons, et ceux-ci, de leur côté, ont arraché et replanté de nouvelles vignes sur des porte-greffes résistants au phylloxéra. Il a fallu presque un demi-siècle jusque dans le début des années 1950 pour reconstituer et sauver le vignoble. C'est l'œuvre conjointe des vignerons et des négociants. Alors, sur cette photo, vous voyez le vignoble champenois avant l'arrivée du phylloxéra. La vigne était alors cultivée non pas en rang aligné comme aujourd'hui, mais en foule dans le plus grand désordre avec un échalas à chaque pied, soit environ 40 à 50 000 ceps par hectare, une véritable forêt vierge, 5 à 6 fois plus qu'aujourd'hui. Autre antécédent, un peu plus tard, à partir de 1919, les deux syndicats professionnels représentant les vignerons et les négociants se sont réunis chaque année avant la vendange pour convenir du prix des raisins à pratiquer entre vendeurs et acheteurs. Ensuite, en 1922, ces mêmes syndicats ont constitué et dirigé ensemble le comité de propagande des vins de Champagne qui a été chargé de relancer les ventes de champagne qui étaient tombées au plus bas après la Première Guerre mondiale. Ce comité a fait place en 1931 à la commission de propagande et de défense du vin de Champagne. Outre des actions de communication et de publicité collective, cette nouvelle instance a notamment défini les mesures rigoureuses à prendre pour lutter contre la grave crise économique qui frappait la Champagne à cette époque. Alors voici par exemple sur cette photo la couverture de trois brochures diffusées en France en 1931 et 1932. De nos jours, avec la loi Evin, je pense que les visuels, celui de gauche comme celui de droite,
serait certainement proscrit. Ensuite, en 1935, a été créée la commission spéciale de la Champagne viticole. Elle était dotée de larges compétences, notamment la fixation du rendement de raisin à l'hectare, du degré minimum d'émou à la vendange, du rendement au pressurage et aussi du prix des raisins, décliné selon le cru d'origine. Alors vous le voyez, chacune de ces étapes a renforcé les relations entre les vignerons et les négociants. Mais ils ont voulu quand même aller plus loin encore en demandant la création du comité interprofessionnel du vin de Champagne, en acronyme CIVC et en abrégé Comité Champagne. La loi fondatrice du 12 avril 1941, modifiée et complétée à plusieurs reprises, notamment par deux lois en 2005 et 2006, cette loi est unique, sans aucun équivalent, ni en France ni ailleurs. Le comité Champagne constitue véritablement une institution sui generis à nul autre pareil. Et comment sont régies les autres interprofessions? Alors, les nombreuses autres interprofessions, il y en a dans le secteur viticole, mais aussi dans le secteur agricole, qui structurent la France. En France, les secteurs agricoles et viticoles, donc, sont toutes soumises, ces interprofessions, à des dispositions générales définies dans le Code rural. Et le comité Champagne est la seule interprofession à échapper à ce cadre uniforme et à bénéficier d'un statut particulier et spécifique. En quoi ce statut est-il différent des dispositions du Code rural? Alors, ce n'est pas une coquetterie de la part des Champenois qui voudraient se distinguer des autres, pas du tout. D'abord, il faut noter que le comité Champagne est doté du pouvoir de prendre des décisions, ce que n'ont pas ce pouvoir les autres interprofessions. Les décisions sont adoptées par un bureau exécutif qui est composé de 6 représentants des vignerons et de 6 représentants des négociants. Et ces décisions sont adoptées à l'issue d'un long processus démocratique de préparation au sein du syndicat général des vignerons de la Champagne et de l'Union des maisons de Champagne qui réunissent la quasi-totalité des professionnels. Une fois approuvées par un commissaire du gouvernement qui représente l'État auprès du comité Champagne, ces décisions deviennent obligatoires et s'imposent à tous. Si un professionnel ne respectait pas une décision, eh bien, il encourrait alors une lourde sanction financière. Ouais, dans la pratique, il faut quand même dire que tous les professionnels se soumettent volontairement aux décisions car ils sont bien persuadés de leur utilité, de leur efficacité en faveur de l'appellation et de l'intérêt général de la filière. Alors, une autre différence aussi avec les autres interprofessions, c'est que ce comité Champagne dispose du pouvoir, en quelque sorte, de lever l'impôt. Il perçoit deux contributions, l'une selon le nombre de kilos de raisins récoltés par les professionnels et l'autre selon le nombre de bouteilles expédiées. Tous les professionnels payent sans contestation et ils demandent même à payer plus afin de bénéficier d'activités supplémentaires. Ces deux contributions constituent les recettes d'un budget préparé et adopté au sein du comité Champagne, un budget qui s'élève actuellement à 23 millions d'euros. Ces contributions constituent la quasi-totalité des recettes. En particulier, le comité Champagne ne perçoit pas de subventions, ce qui est un élément d'autonomie et d'indépendance. 23 millions, c'est beaucoup d'argent. Alors, quelles sont les dépenses? Alors, les, les recettes permettent de financer des activités nombreuses et variées. Ces activités sont décidées par le bureau exécutif après examen au sein de commissions spécialisées composées de représentants à parité, de représentants des vignerons et des négociants. Et toutes ces activités sont mises en œuvre par quelques 130 salariés qui sont répartis dans les différents services spécialisés de l'interprofession. Alors, on va revenir un petit peu en arrière. Dans votre livre, vous racontez les menaces et les périls auxquels le comité Champagne a été confronté dès sa création et jusqu'à une période récente. Comment en a-t-il échappé? Alors, effectivement, la vie du comité Champagne n'a pas été, jusqu'à une période récente, un long fleuve tranquille. Dès son origine, le projet de création du comité Champagne, préparé par les Champenois, a d'abord été rejeté
par le gouvernement de l'époque. Et il a fallu la persévérance et la persuasion des professionnels pour obtenir enfin l'adoption de la loi fondatrice du 12 avril 1941. Mais cette création, aboutissement de toutes les relations précédentes entre les vignerons et les négociants, cette création arrivait à un moment un peu inopportun, en tout cas dans une période dramatique de l'histoire de notre pays, puisque la France du maréchal Pétain est occupée par l'Allemagne nazie, laquelle, en Champagne, l'Allemagne nazie, entend faire main basse sur les stocks de vin et démanteler l'économie champenoise au profit de la production allemande de vin mousseux. Le comité Champagne s'interpose avec courage et protège les professionnels. Nombre d'entre eux, à commencer par Robert-Jean de Vogüé, coprésident, et les deux premiers directeurs du comité Champagne, actifs membres de réseau de la résistance, sont arrêtés, condamnés et déportés en camp de concentration, et tous n'en reviendront pas. Sur cette photo prise en 1941 ou 1942, vous voyez les deux premiers coprésidents, le négociant Robert-Jean de Vogüé à gauche et le vigneron Maurice Deuillard à droite. Et devant eux, au premier plan, se trouve le premier directeur du comité Champagne, Camille de Mareuil. Déporté à Auschwitz, puis à Buchenwald, il meurt d'épuisement lors d'une marche forcée. Il avait 30 ans et ne verra jamais son fils unique né pendant sa captivité. À la Libération, la Champagne est exsangue, mais elle a survécu et restait mobilisée pour relancer son développement économique. Le gouvernement provisoire de la République abroge l'œuvre législative du régime de Vichy, mais le comité Champagne, parce qu'il était l'émanation de la volonté des professionnels et non de la volonté du gouvernement du maréchal Pétain, le comité Champagne est validé et maintenu en vigueur en 1944 par deux ordonnances signées par le général de Gaulle. Alors suit ensuite une succession d'événements qui risquaient de porter atteinte à l'intégrité du comité Champagne ou même de mettre en cause son existence. Par exemple, en 1945, les vignerons ont réclamé la suppression du comité Champagne en invoquant la rigueur des mesures qu'il a imposées pendant l'occupation allemande. Mais 2 ans plus tard, après réflexion, et à l'initiative du président Henri Macquart, le syndicat général des vignerons de la Champagne a voté massivement pour le maintien de l'organisation interprofessionnelle. En 1946, un simple arrêté du ministre de l'Agriculture retirait le pouvoir de décision exercé par le bureau exécutif, par les professionnels, pour le confier au commissaire du gouvernement. Le comité Champagne devenait alors un service de l'État. Toutefois, dans la pratique, les décisions prises par le commissaire du gouvernement reprenaient intégralement les délibérations du bureau exécutif. Et il y a bien eu d'autres menaces qui sont apparues. On peut en mentionner trois. En 1975, le comité Champagne a réussi à échapper au cadre général invoqué tout à l'heure, qu'on a évoqué tout à l'heure, celui du Code rural, qui a été imposé aux autres interprofessions. Le comité Champagne a réussi à échapper. En 1982, il a réussi à obtenir l'abandon du projet d'intégrer toutes les interprofessions, y compris celle du Champagne, bien sûr, dans l'Office national interprofessionnel des vins, un établissement public sous l'autorité de l'État. Et puis alors aussi, en 1994, c'est un nouveau professionnel qui s'est lancé dans un combat acharné. Il proclamait haut et fort sa détermination d'abattre le CIVC. Je cite ses propos, abattre le CIVC. Alors à l'époque, les médias ont beaucoup parlé de ce sujet qui pourrait passer pour une anecdote, mais c'était beaucoup plus grave que ça. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, c'est un épisode un peu rocambolesque. Ce nouveau professionnel a été condamné précédemment pour différents délits, dont le braquage d'une banque. Il a été emprisonné plusieurs années au Baumettes, à Marseille, puis à la maison centrale de Clairvaux. Patrick Bourson, c'est son nom. Vous voyez ici
la couverture faciale et le dos de la couverture d'un livre qu'il a écrit, dans lequel il raconte sa vie. Donc, Patrick Bourson épouse une veuve vigneronne champenoise et s'installe en Champagne en 1994. Avec l'aide d'un avocat international installé à Genève, il engage alors de nombreuses actions judiciaires contre le comité Champagne et il séduit les médias champenois, régionaux et même nationaux qui le présentent, je cite, comme un Don Quichotte contre le CIVC. Et aussi, je cite toujours, le Bernard Tapie du Champagne. Il avait même entraîné avec lui quelques dizaines de professionnels dans une association qu'il avait créée. Il exerçait un harcèlement quasi quotidien pendant plusieurs années, avec envoi de lettres recommandées, appels téléphoniques, conférences de presse, courriers aux parlementaires et aux ministres, intrusions intempestives dans les locaux du comité Champagne, où il terrorisait le personnel. Il m'a même adressé par écrit des menaces caractérisées d'agressions physiques violentes. Cette rude bataille menée par Patrick Bourson contre le comité Champagne a duré près de 10 ans, hein. Par exemple, avec les deux présidents du comité Champagne, j'ai comparu devant le tribunal correctionnel de Troyes en 1999. Euh, Nous étions accusés, je cite, de tentative d'extorsion de fonds, un délit qui était alors puni de 7 ans d'emprisonnement et de 700 000 francs d'amende. L'affaire a été classée sans suite. Finalement, Patrick Bourson a perdu, heureusement, tous les recours judiciaires qu'il avait engagés contre le comité Champagne. Cet épisode n'a-t-il pas mis fin au danger existentiel pour le comité Champagne? Mais pas vraiment, parce que depuis 1941, au fil du temps, il est apparu que certaines dispositions de la loi fondatrice de 1941 n'étaient plus vraiment adaptées à l'environnement juridique et économique. Par ailleurs, d'autres dispositions des dispositions de la loi étaient devenues obsolètes. Et puis, dans le même temps, des activités non prévues dans la loi étaient cependant exercées. Il en résultait une certaine fragilité juridique qui, effectivement, menaçait l'existence même de l'interprofession, hein. Alors, il fallait une nouvelle loi pour recréer le comité Champagne sur des bases solides. On aurait pu le penser, mais c'était une très mauvaise piste parce que, dans cette hypothèse, la loi initiale aurait été abrogée et le gouvernement aurait contraint le comité Champagne à se soumettre alors à ce cadre uniforme qui régit les autres interprofessions dans le cadre du Code rural. La préservation du statut original du comité Champagne impliquait le maintien de la loi créatrice, mais en y apportant bien sûr toutes les nécessaires et nombreuses modifications dans la quasi-totalité des articles de la loi. Une entreprise particulièrement compliquée et risquée. Il a fallu mobiliser et accueillir en Champagne 3 ministres de l'Agriculture. Il a fallu aussi discuter point par point avec les services des administrations de l'agriculture et de l'économie pour aboutir enfin, non sans difficulté, en 2005 et en 2006, après 8 années d'une négociation tendue et âpre, difficile, pour aboutir à une révision complète et pleinement satisfaisante de la loi du 12 avril 1941. Mais ça n'était quand même pas suffisant. Alors, qu'est-ce qui manquait? Alors, à la suite de la condamnation de deux interprofessions, celle de l'Armagnac et celle du Cognac, par les instances européennes, il est apparu que certaines activités exercées par la plupart des interprofessions, et en particulier le comité Champagne, ces activités étaient en infraction avec le droit européen. Il fallait une reconnaissance européenne des interprofessions et de leurs activités. C'était indispensable. La France a fait une telle demande à Bruxelles en 1988, mais elle n'a abouti, après bien des péripéties, elle n'a abouti qu'en 1999, après plus de 10 ans. Bien des obstacles se sont présentés pendant cette période. D'abord, les interprofessions étaient un phénomène essentiellement français et les autres États membres n'étaient pas prêts à accepter à la demande de la France. Par ailleurs, la Commission européenne considérait que les interprofessions étaient des ententes
préjudiciable aux consommateurs. C'est ce que m'avait dit lors d'un entretien un membre du cabinet du président de la commission qui était à l'époque Jacques Delors. Par ailleurs, il était nécessaire que la réglementation européenne non seulement reconnaisse les interprofessions, leur accorde certaines compétences, mais il fallait en plus que la réglementation européenne prenne bien en compte toute la spécificité et le statut particulier du comité Champagne en autorisant toutes ces activités. Après un long travail d'explication et de persuasion auprès des instances européennes, la réglementation européenne, sous certaines conditions, a reconnu les interprofessions et autorisé leurs activités. Les dispositions adoptées en 2013 par le Parlement européen et le Conseil consacrent l'interprofession champenoise dans son intégrité et toutes ses prérogatives. Et c'est le comité Champagne, ainsi reconnu par le droit européen, avec son historique, son fonctionnement, ses activités, qui a été inclus dans le dossier de candidature des coteaux, maisons et caves de Champagne présentés à l'UNESCO. C'est bien ça. Exactement, Voilà. exactement. À Bonn, en Allemagne, nous étions le 4 juillet 2015. En inscrivant les coteaux, maisons et caves de Champagne sur la liste du patrimoine mondial, le comité du patrimoine mondial de l'UNESCO, réuni ici sur notre photo à Bonn, euh, a distingué l'organisation interprofessionnelle champenoise, a consacré cette organisation dans son exemplarité. Effectivement, Comité Champagne est une composante immatérielle de l'inscription de la Champagne sur la liste du patrimoine mondial. Comité Champagne est unanimement reconnu comme la plus ancienne des organisations de filière, des organisations interprofessionnelles, la mieux organisée et la plus performante de toutes. Tout ça, c'est le résultat de la volonté conjointe des vignerons et des négociants de vivre ensemble dans une communauté de destin. Cette interprofession champenoise est l'expression sans cesse renouvelée de l'intelligence collective des vignerons et des négociants au service de l'appellation Champagne. Donc, si j'ai bien compris, cette appellation Champagne est un autre élément immatériel constitutif de l'inscription par l'UNESCO. Et c'est le second sujet que nous allons traiter maintenant. Et une première question se pose. Pourquoi protéger l'appellation Champagne? Alors, l'appellation d'origine contrôlée Champagne a été conçue par les Champenois. Et depuis le XVIIIe siècle, ils n'ont pas ménagé leurs efforts et leurs investissements, individuellement et collectivement, pour construire sans cesse et renforcer l'image, le prestige, la notoriété de cette appellation. Aucune autre appellation ne bénéficie d'une telle renommée. La valeur du nom Champagne, la valeur de cette appellation Champagne, est estimée à plusieurs dizaines de milliards d'euros, autant que les marques les plus réputées dans le monde. Cette appellation est la propriété commune et indivis des vignerons et des négociants. Et le comité Champagne a pour mission régalienne de veiller sur cette appellation et de la protéger. Si le nom Champagne, le nom de l'appellation était détourné, je dirais même volé, pour désigner un autre vin, un autre produit, un service ou une entreprise, la notoriété de l'appellation serait parasitée, écornée, dégradée, dévalorisée, diluée, banalisée. Et cette appellation perdrait alors son prestige et son attractivité. Il en résulterait un très grave préjudice collectif pour la Champagne et individuel pour chaque champenois. Il est vraiment impératif de veiller à l'intégrité et à l'universalité de l'appellation Champagne. Alors, dès la fin du XVIIIe siècle, les premières contrefaçons apparaissent. Les producteurs de vins mousseux en France et en Europe usurpent le nom Champagne. Par exemple, la veuve Clicquot est victime d'une contrefaçon et elle sollicite la justice. Dans un jugement du 12 septembre 1844, confirmé par un arrêt de la Cour de cassation, tribunal correctionnel de Tours condamne des producteurs installés à Vouvray. Et dans cette affaire, un groupe de négociants a fait valoir avec succès le préjudice causé à l'ensemble des professionnels du champagne. Ensuite,
c'est le syndicat du commerce des vins de Champagne, qui rassemblait la quasi-totalité des négociants. C'est ce syndicat du commerce des vins de Champagne qui a engagé une longue bataille contre les producteurs à Saumur qui prétendaient que le nom Champagne était devenu générique pour désigner la méthode d'élaboration par seconde fermentation en bouteille. Eh bien, la Cour d'appel d'Angers et la Cour de cassation, dans plusieurs arrêts, en 1887 et en 1889, ont défini les bases de la protection du nom Champagne, qui deviendra plus tard une appellation d'origine. Dès sa création en 1882, ce syndicat du commerce des vins de Champagne, qui regroupait donc la plupart des négociants, s'est efforcé de détecter et de combattre partout dans le monde les usages abusifs du nom Champagne. Et c'est donc le comité Champagne qui a pris le relais par la suite. Exactement. À partir des années 1950, Comité Champagne a ajouté dans ses activités la protection de l'appellation Champagne avec un objectif, lutter partout dans le monde contre toutes les contrefaçons et autres usurpations de l'appellation à l'aide de tous les moyens juridiques disponibles ou à créer. Après la Seconde Guerre mondiale, il faut bien savoir que l'appellation n'était protégée qu'en France et seulement à l'égard des vins. Aujourd'hui, la protection est assurée dans la plupart des pays du monde, à l'exception notoire des États-Unis d'Amérique et de la Fédération de Russie, deux pays où le comité Champagne poursuit bien sûr sans relâche son action. Alors racontez-nous les principales victoires obtenues par le comité Champagne. Alors, la première victoire a été obtenue en 1960. La Haute Cour d'Angleterre et du Pays de Galles a sanctionné un Spanish Champagne et cette jurisprudence a été reprise en Nouvelle-Zélande. Bien d'autres jugements favorables sont intervenus ensuite. Par exemple, sur la photo, vous voyez un prétendu champagne qui était produit en Australie. Et alors je me souviens de la cigarette Champagne. Alors, c'est une étape importante. Parce que jusque-là, la protection de l'appellation n'était assurée qu'à l'encontre des vins et rien n'empêchait, en fait, de recourir au nom champagne pour désigner tout autre produit autre que le vin. Alors, à la fin de l'année 1970, la CEITA, une société étatique, sous la tutelle du ministre du Budget, a lancé une cigarette sous la marque Champagne. Le comité Champagne a réagi aussitôt mais le ministre de l'époque, qui était Maurice Papon, ne renonce pas et la cigarette est bien commercialisée en France et même dans le monde. En 1984, la justice donnait raison au comité Champagne et cette jurisprudence très importante ouvrait la voie à une protection de l'appellation au-delà du secteur des vins. Et une telle protection, qui était d'abord jurisprudentielle à la suite de la décision concernant l'affaire de la cigarette, a été ensuite expressément introduite dans la législation française, puis dans la réglementation européenne à la demande du comité Champagne, ces deux législations, française et la réglementation européenne, l'une comme l'autre, seront régulièrement renforcées par la suite pour améliorer encore la protection des appellations et donc notamment la protection de l'appellation Champagne. Mais ça n'a pas empêché la société Yves Saint-Laurent de lancer un parfum Champagne. Eh bien, effectivement, le parfum champagne et d'autres produits dérivés est lancé en 1993 après une intense campagne publicitaire qui vantait, je cite, un parfum pour les femmes qui pétillent. Pierre Berger, le patron d'Yves Saint-Laurent, qui invoque dans les dîners parisiens le soutien du président de la République François Mitterrand, ne veut rien entendre. Le comité Champagne l'a rencontré. Et il propose même au comité Champagne de payer des royalties de payer au comité Champagne, de payer des royalties pour chaque flacon vendu. Il n'était pas question d'accepter une telle proposition. J'ai participé à un petit commando qui était conduit par le président des vignerons de l'époque, Marc Brugnon. Nous sommes allés perturber
le lancement du parfum dans un palace parisien. Les médias se sont alors emparés de l'affaire et dans cette bataille, ils se sont prononcés en faveur du comité Champagne. Mais le parfum a rencontré un succès immédiat à la suite d'une intense campagne de communication. Alors, comment l'affaire a-t-elle été réglée? Alors, bien sûr, devant les tribunaux, puisque la société Yves Saint Laurent n'a rien voulu entendre, donc le comité Champagne a obtenu de la Cour d'appel de Paris l'interdiction de l'usage de l'appellation Champagne. Le problème, c'est que ce jugement très favorable ne s'appliquait qu'en France, et le parfum était commercialisé dans le monde entier. Alors finalement, à l'issue d'une longue et difficile négociation et à l'issue de bien des péripéties, la société Saint-Laurent a accepté de renoncer à tout usage du nom Champagne et dans tous les pays du monde. Chaque année, il faut savoir que le comité Champagne, au-delà de la cigarette et du parfum, le comité Champagne traite quelques 1000 dossiers dans le monde. La plupart sont réglés à l'amiable, mais il est parfois nécessaire d'engager une action judiciaire. Voici quelques exemples d'usurpation auxquelles le comité Champagne a mis fin. Vous avez là une crème glacée princesse de Champagne, où il n'y avait pas de champagne, un shampoing à gauche, un shampoing Champagne aux Pays-Bas, lancé par le groupe mondial Unilever. Vous avez le Royal Ban Champagne en France. Ensuite, vous avez une boisson effervescente sans alcool, Cham Halal. Et puis, dernier exemple, il y en aurait des centaines d'autres, le foie gras au champagne. Et puis, enfin, les biscuits champagne. Toutes ces utilisations abusives ont été abandonnées, soit après négociation et accord amiable, soit par une action judiciaire. Alors, il y a eu un litige très médiatisé qui a concerné la Suisse. Racontez-nous. Je pourrais vous en parler pendant des heures. Dans ce pays, un village s'appelle Champagne. Il y en a aussi en France, des villages qui s'appellent Champagne. Enfin bon, restons en Suisse. Ce village suisse s'appelle Champagne et le vin qui y est produit était dénommé Champagne depuis longtemps. Cet usage était contraire à un traité franco-suisse de 1974 relatif à la protection des appellations. Lors de la préparation nous étions en 1997, d'un accord entre l'Union européenne et la Suisse sur les échanges de produits agricoles, la Suisse a demandé des dispositions dérogatoires afin de permettre l'usage du nom champagne pour désigner ce vin tranquille. Donc c'est un vin tranquille, essentiellement blanc, qui est produit à quelques 20 000 bouteilles et consommé localement. La Commission européenne était prête à accepter une telle demande dans la mesure où elle avait peut-être obtenu des compensations sur d'autres sujets. Mais ça n'était pas acceptable pour le comité Champagne. J'ai alors saisi Bernard Stasi, que je connaissais très bien, à l'époque maire d'Épernay, il n'était plus ministre, et Bernard Stasi s'empare du sujet, va rencontrer le président de la République, Jacques Chirac. Les deux hommes se connaissent très bien, ils étaient camarades à l'ENA, ils s'apprécient beaucoup, ce sont des amis proches. Et Jacques Chirac, heureuse circonstance, part quelques jours après en Suisse en visite d'État et il rencontre notamment son homologue Flavio Cotti. Les deux hommes discutent de ce sujet en aparté d'un grand dîner et le résultat, c'est que la Suisse renonce à sa prétention de disposition dérogatoire pour pouvoir continuer à appeler Champagne le vin provenant de la commune Champagne. Et le vin en cause devient alors débaptisé et sur les étiquettes, le H de Champagne disparaît. Et puis ensuite, le vin s'est appelé l'interdit. Alors, il y avait aussi des biscuits champagne dans ce village champagne suisse. Oui, 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 dans ce même village Champagne est installé
depuis longtemps, une biscuiterie industrielle qui commercialisait en Suisse et en France et dans de nombreux autres pays. On en trouvait même à Épernay et à Reims dans les supermarchés, commercialisait différents biscuits qui étaient présentés avec une dénomination de vente comportant le nom Champagne. Par exemple, il y avait la dénomination flûte de champagne. Alors, faute d'un abandon amiable, et les rencontres ont été nombreuses, denses et tendues, le comité Champagne a obtenu en 2008 un jugement favorable en France. En France. Euh, et puis, après beaucoup de palabres, de discussions, de négociations, le producteur s'est engagé 2 années plus tard à renoncer à tout usage dans tous les autres pays. Mais les habitants du village, qui s'appellent les Champagnoux, ont entrepris alors une vive bataille médiatique contre le champagne et les champenois, par exemple sous la forme d'une bande dessinée que vous voyez ici, largement diffusée, en particulier en France, auprès des ministres et des parlementaires. Ces Champagnoux ont continué à revendiquer le recours au nom champagne pour leur vin, mais sans aucun succès. Ils ont perdu le recours qu'ils avaient engagé auprès de la justice européenne et le tribunal fédéral, l'instance suprême en Suisse, leur a donné tort. Il a fallu quand même beaucoup de temps, beaucoup de persévérance de la part du comité Champagne pour arriver à ce résultat satisfaisant. Comment fait-on pour protéger l'appellation Champagne dans chacun des pays du monde? Il faut utiliser les instruments de droit qui sont disponibles dans chaque pays et qui ne sont pas toujours les mêmes, bien sûr. Hors de la France et de l'Union européenne, où la réglementation est protectrice, largement protectrice de l'appellation Champagne. Donc, en dehors de ce cadre européen, la protection de l'appellation est régie par le droit qui s'applique donc dans chaque État. Les supports sont variables d'un pays à l'autre. Et si aucune disposition du droit national n'est disponible, ben, il faut essayer d'en créer une. Il y a quand même deux principaux moyens qui sont utilisés pour obtenir une protection. D'abord, l'enregistrement de l'appellation Champagne et par ailleurs, les accords souscrits par l'Union européenne avec des pays tiers. En quoi consiste l'enregistrement de l'appellation? Alors, encouragés par le comité Champagne, certains États ont mis en place au début des années 2000 un dispositif de reconnaissance et de protection de leur appellation nationale. Mais ce dispositif est également ouvert aux appellations des autres États. Et le comité Champagne a recours à un tel support dans un certain nombre de pays. Et c'est un support qui apporte, dans les pays concernés, une protection très satisfaisante pour l'appellation Champagne. C'est le cas à ce jour dans plusieurs dizaines de pays. Alors, donnez-nous quelques exemples. Alors, trois principaux pays, et non des moindres, sont concernés. On a le Brésil, la Chine et l'Inde. Au Brésil, la généricité du nom champagne pour désigner tous les vins mousseux était consacrée depuis longtemps par différentes lois qui rendaient extrêmement difficile un enregistrement et une protection. Pourtant, à l'issue de nombreuses rencontres avec les producteurs locaux, les producteurs de vins mousseux au Brésil, rencontres avec le gouvernement brésilien, le comité Champagne a obtenu satisfaction. Et c'est la présidente brésilienne, Dilma Rousseff, qui est venue, lors d'une visite d'État en France, remettre au président François Hollande en 2012 lors d'une réception dans le salon d'honneur du Palais de l'Élysée, le certificat d'enregistrement et de protection de l'appellation Champagne. Vous l'avez ici visualisé, c'est ce document qui a été remis par la présidente brésilienne au président français. Euh, En Chine? alors en Chine, la situation était également difficile, mais l'enregistrement a pu être obtenu assez rapidement, après bien sûr
discussions avec les administrations, rencontres avec les ministres chinois en France et en Chine. Et la Chine a accepté d'enregistrer et de protéger l'appellation Champagne. C'est un événement qui a été euh, commenté et mentionné dans tous les pays du monde parce que les médias ont salué le fait que la Chine, pays supposé le plus favorable aux contrefaçons, eh bien, ce pays acceptait d'enregistrer et de protéger l'appellation la plus prestigieuse, l'appellation Champagne. En Inde, la situation était extrêmement périlleuse. Le comité Champagne avait engagé en 1989 une action judiciaire contre un producteur local qui appelait son vin mousseux Champagne. Et cette action judiciaire qui traînait en longueur risquait fortement d'être perdue, ce qui aurait rendu alors la protection totalement impossible en Inde. Euh, j'ai alors tenu de rencontrer chez lui ce producteur en 2008, dans son vaste domaine, plus de 1000 hectares. Et à la fin de la journée, ce producteur a accepté de renoncer à tout usage de l'appellation Champagne. Et à la suite de cet abandon, l'Inde a accepté de reconnaître l'appellation Champagne en 2010 et elle a mis en place aussitôt, comme dans les autres pays concernés, les mesures nécessaires pour assurer avec efficacité et la protection de l'appellation Champagne. L'Inde est quand même le plus vaste pays du monde avec 1,4 milliard ou 500 millions d'habitants. Alors, bravo, hein. Alors, quel était l'autre moyen, à côté de l'enregistrement, utilisé hors de l'Union européenne pour protéger l'appellation? Alors, l'autre support qui est aussi assez largement utilisé, il s'agit des accords qui sont essentiellement commerciaux, des accords souscrits par l'Union européenne avec des pays tiers. Chaque fois que c'est possible, le comité Champagne demande à l'Union européenne de prévoir dans ces accords des dispositions protectrices, soit pour un certain nombre d'appellations européennes, essentiellement françaises, soit quelquefois spécifiquement pour la protection de l'appellation Champagne. C'est à l'aide de ce support, donc des accords entre l'Union européenne et les pays tiers, que l'appellation Champagne est protégée dans une vingtaine de pays. Alors, c'est le cas, par exemple, en Australie, au Canada, au Chili, en Moldavie, en Ukraine et au Vietnam. Après un long usage du nom champagne dans chacun de ces pays pour désigner les vins mousseux qu'ils produisent ou importent éventuellement, ces pays acceptent de renoncer à tout usage avec souvent une période transitoire d'adaptation. Et de façon à faciliter un tel aboutissement, et en marge de la négociation conduite par la Commission européenne avec le gouvernement de chaque État membre, le comité Champagne rencontre les producteurs concernés afin de les convaincre. Et je suis allé, par exemple, très souvent en Ukraine et en Moldavie et j'ai reçu en Champagne de nombreuses délégations de ces pays et de bien d'autres. Et il faut bien reconnaître que cette diplomatie est très efficace. Alors, Jean-Luc, on a fait avec vous un rapide tour du monde, mais est-ce qu'on est protégé partout? Est-ce qu'il y a encore des pays à conquérir? Eh bien oui, malheureusement, c'est vrai. Plusieurs situations se présentent. Dans quelques pays, la plupart des producteurs de vin mousseux ont abandonné tout usage à la demande du comité Champagne. Et les deux ou trois derniers qui persévèrent à utiliser le nom Champagne pour leur vin mousseux vont suivre ce mouvement général. Le comité Champagne, bien sûr, les y encourage. C'est le cas, par exemple, en Argentine. Dans certains autres pays, le comité Champagne ne détecte pas d'usage de l'appellation Champagne et il n'intervient pas. C'est le cas, par exemple, de certains pays de religion musulmane. Et puis, dans un petit nombre de pays, le contexte politique n'est pas favorable
à une action et il convient plutôt d'attendre un moment propice. C'est le cas, par exemple, des anciennes républiques soviétiques d'Asie centrale. Tout ça reste assez marginal et sans grande importance, mais reste quand même deux pays, et non des moindres, où l'appellation Champagne n'est pas protégée. C'est la Fédération de Russie et les États-Unis d'Amérique. Alors, commençons par la Russie. Quelle est la situation dans ce pays et que fait le comité Champagne? Alors, en Russie, les premiers usages pour désigner les vins mousseux locaux sont apparus au milieu du 19e siècle. Mais c'est à l'initiative de Joseph Staline, en 1936, qu'une production de masse a été entreprise. Au plus haut niveau, au début des années 1970, cette production atteignait et dépassait même un peu les 300 millions de bouteilles, c'est-à-dire le double de la production de champagne au même moment. Tous ces vins mousseux à gauche et au milieu sur la photo étaient dénommés champagne-scoyer, qui figurent euh, sur les étiquettes que vous voyez sur les photos de gauche et de droite. Champagne-scoyer, c'est la traduction de l'appellation champagne en langue russe. C'est à partir de 2009 que le comité Champagne s'est préoccupé du sujet. J'ai rencontré à Moscou et accueilli en Champagne les administrations concernées et les principaux producteurs. Dès l'année suivante, ces producteurs et les administrations se sont engagés par écrit à renoncer à tout usage de l'appellation Champagne à l'issue d'une période de transition et d'adaptation de l'ordre de 15 à 20 ans. Nous étions en 2009. Et aussitôt, dès la signature de cet accord, sans attendre cette échéance un peu lointaine, plusieurs producteurs ont abandonné le nom Champagne-Scoyer, comme en témoigne la bouteille sur la photo de droite. Par la suite, la réglementation russe a exclu le recours de ce nom Champagne-Scoyer pour tous les vins produits en cuve close, ce qui représente plus des trois quarts de la production. Donc, c'est une évolution qui va dans le bon sens, mais elle n'est pas suffisante. L'objectif est d'obtenir des dispositions protectrices de l'appellation Champagne dans le droit russe. Alors évidemment, compte tenu du contexte géopolitique actuel, une telle perspective est hors de portée. Mais le comité Champagne ne renoncera jamais et attend une conjecture plus propice. Et en attendant, de nouveaux producteurs de vins mousseux continuent à renoncer à l'utilisation du nom Champagne-Scoyer pour désigner leur vin. Alors, après la Russie, il y a l'autre grand géant. La situation, quelle est-elle aux États-Unis? Alors, aux États-Unis, les premiers usages datent également du milieu du 19e siècle. Et la réglementation américaine considère depuis longtemps que le nom champagne constitue une dénomination semi-générique, c'est-à-dire que son usage est autorisé, mais il doit être associé à un adjectif localisant sous la forme, par exemple, de California Champagne ou American Champagne. Champagne n'est pas le seul à être considéré comme semi-générique. Il y a d'autres appellations comme Chablis, ça n'est pas rien, comme Tokai, Porto, Sherry et d'autres. À partir des années 1950, le comité Champagne a entrepris de nombreuses actions pour obtenir dans ce pays l'abandon de la réglementation américaine et la protection de l'appellation Champagne. Par exemple, plusieurs campagnes de communication ont été réalisées dans les médias afin de sensibiliser le public. Cette première campagne que vous voyez visait à dénoncer la tromperie pour le consommateur. Vous le lisez sur ce visuel. Je, je traduis, se déguiser en champagne, c'est peut-être légal, mais ce n'est pas honnête. Il n'est champagne que de la champagne en France. Une autre campagne a fait appel au bon sens du public.
Alors, vous voyez ici du saumon d'Alaska provenant de Floride, des oranges de Valencia provenant du Maine, du champagne qui ne provient pas de Champagne, certainement pas. Et puis enfin, voici un scoop qui n'a jamais été présenté. C'est un projet de campagne aux États-Unis du comité Champagne, un projet de campagne particulièrement percutant, mais qui a été abandonné et n'est jamais sorti des cartons du comité Champagne. Vous voyez ici, qu'est-ce qui est dit? Si le vin mousseux américain peut s'appeler Champagne, alors ceci, c'est-à-dire le Golden Gate à San Francisco, alors ceci pourrait être la Tour Eiffel. Des résultats très significatifs ont été acquis aux États-Unis. Les principales régions viticoles américaines, telles la Napa Valley, ont apporté leur soutien au comité Champagne. Et il faut bien constater aussi que les consommateurs américains font bien la différence entre le vrai et le faux. Et ils réclament de plus en plus une information exacte sur l'origine des vins. Comme dans d'autres pays, nombre de producteurs aux États-Unis ont renoncé à tout usage du nom champagne, mais il en reste quand même quelques-uns. En particulier, les deux principaux que j'ai rencontrés en 2009 à New York, et puis ensuite le match retour s'est tenu l'année suivante à Paris. Ces deux producteurs commercialisent quand même plusieurs dizaines de millions de bouteilles, usurpant le nom champagne sous la forme californien champagne, American champagne. Ces deux producteurs ont compris qu'un abandon de leur part est inéluctable. Mais ils entendaient recevoir une contrepartie financière qui était totalement exclue. Il n'est pas question de payer la restitution du nom champagne qui appartient aux champenois. Donc, ils entendent, ces producteurs, gagner du temps. Euh, alors, une issue favorable aux États-Unis d'Amérique interviendra peut-être, euh, sans doute, sous la forme d'un accord, d'un vaste accord commercial transatlantique entre l'Union européenne et les États-Unis. Euh, il y a déjà une dizaine d'années, des négociations avaient débuté. Mais aujourd'hui, compte tenu des relations entre les deux parties, une telle perspective semble exclue à court et moyen terme. Mais comme en Russie, le comité Champagne ne renoncera jamais et poursuivra son combat, d'abord pour convaincre les derniers producteurs récalcitrants, les convaincre de renoncer à utiliser l'appellation Champagne, et puis pour obtenir aussi du gouvernement américain une réglementation protectrice de l'appellation Champagne. Donc, tout comme le comité Champagne, l'appellation de Champagne est prise en compte dans l'inscription par l'UNESCO des coteaux, maisons et caves de Champagne sur la liste du patrimoine mondial. Oui, exactement. À côté de la zone centrale, qui est composée de l'avenue de Champagne à Épernay, de la colline Saint-Nicaise à Reims, des coteaux historiques autour d'Auvillers et de la zone d'engagement, qui rassemble toutes les autres communes champenoises, l'appellation Champagne figure dans le dossier d'inscription parmi les éléments immatériels. Cette appellation est la plus ancienne, la plus prestigieuse, et elle sert de modèle, d'exemple pour toutes les autres appellations dans le monde. Elle a totalement sa place, cette appellation Champagne, dans l'inscription des coteaux, maisons et caves de Champagne sur la prestigieuse liste du patrimoine mondial. Ce dessin humoristique, issu d'un magazine anglais, témoigne de l'image exceptionnelle dont bénéficie l'appellation Champagne avec l'inscription, l'appellation Champagne, patrimoine des Champenois et patrimoine de la France. L'appellation Champagne accède également au patrimoine mondial. Elle bénéficie de la valeur universelle exceptionnelle qui est reconnue par l'UNESCO aux coteaux, maisons et caves de Champagne. Alors Jean-Luc, merci. Il est temps de conclure. Ce rapide survol de l'interprofession champenoise et de l'appellation de Champagne constitue un résumé des quelques 300 pages de votre livre, Oui. euh, qui s'appelle Au Champagne et ailleurs, mais qui comporte aussi un sous-titre qui est
l'épopée et vous en êtes le pre-chevalier. Euh, Cet ouvrage contient bien sûr beaucoup d'autres informations et anecdotes qui forment le récit palpitant de cette épopée mémorable que les Champenois continuent d'écrire chaque jour ensemble. Et je vous remercie pour toutes les actions que vous menez aussi, désormais, en tant que président du conseil scientifique de la mission Coteau Maison Cave de Champagne au patrimoine mondial, avec qui a autorisé donc la création de ce cycle de conférences. Donc un grand merci Jean-Luc pour vos actions historiques en faveur du Champagne et pour vos actions présentes en faveur de la Champagne inscrite au patrimoine mondial. Eh bien, merci pour ces commentaires sympathiques et aimables qui me donne beaucoup de plaisir. Et merci aussi à tous les auditeurs qui ont réussi à tenir jusqu'au bout de ce long exposé. Mais je n'y suis pour rien, ce sont vos questions pertinentes qui suscitaient des réponses qui nécessitaient quelques explications. Donc merci aux auditeurs et à bientôt. À bientôt.